Bonjour tout le monde. Bon, voilà. J'ai fait une vidéo qui va sortir dimanche, qui va... je me suis trompé dans les réglages de la caméra, donc on m'excuse. Je suis malvoyante, donc voilà, j'ai droit à des excuses. Et aujourd'hui, en fait, là, j'espère que j'ai fait les bons réglages pour que ce soit en HD, non pas en SD, hein, pas en définition standard, mais en HD. Donc, je vais me maquiller et en même temps, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au niveau psychique en psychanalyse à partir de la naissance de l'enfant. Alors, on a Freud, qui est le père de la psychanalyse et qui effectivement nous indique que à partir de la naissance, l'enfant, et Lacan le suivra plus tard, l'enfant est, comment vous dire, est un sujet qui paraît. Il apparaît dans la vie et apparaître, c'est devenir un sujet. Donc, c'est-à-dire formation de l'inconscient, etc. En revanche, pour Françoise Dolto, le sujet apparaît bien avant. Il apparaît in utero, hein, c'est-à-dire que, alors pas au niveau de l'embryon, mais au niveau du fœtus. Effectivement, c'est ce qui a révolutionné et la pédopsychiatrie et la psychanalyse et la psychologie pour enfants. C'est qu'en fait, l'enfant est déjà là avant la naissance. Il entend les voix de ses parents, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un enfant à venir. Alors, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que Freud et ensuite Lacan, surtout Lacan, parce que Lacan reprend Freud, en fait, pour être plus clair avec vous, il cherche à aller plus loin, à reprendre les bases que Freud a posées, et il nous explique qu'il y a une coupure primordiale. Alors, vous allez sans doute me répondre, bah oui, il y a la coupure primordiale, ça s'appelle le cordon ombilical. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça, c'est une coupure physiologique, mais il n'y a pas que celle-là. Il faut savoir que l'enfant baigne dans une homéostasie lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Il est dans ce qu'on appelle, d'ailleurs vous connaissez le mot, amniosynthèse. Il baigne dans de l'eau, il fait corps avec la mère et en fait tout son environnement n'est que sa mère et lui. Ils forment un. Voilà. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'ensuite, lorsque l'enfant chute, il y a cette première chute, c'est-à-dire la délivrance pour la mère, la naissance pour l'enfant, l'accouchement, en d'autres termes, lorsque l'enfant sort, il y a cette chute du corps de la mère, il y a cette première respiration où il insuffle de l'air et où il crie de douleur parce que ses poumons se décollent.
Et cette chute va laisser des restes. Elle va pas être sans, comment dire, elle va pas être sans, en anglais on dirait aftermath, j'ai envie de dire sans conséquences en fait. Les conséquences là vont être assez terribles parce que cette idée de chuter, qui va se relier très vite avec l'idée de couper, parce qu'on coupe le lien, va persister toute la vie au niveau du travail inconscient. Alors, l'enfant, c'est comme un traumatisme primitif. L'enfant va très vite acquérir 5 zones érogènes. Quand je parle d'érogène, il ne s'agit pas de sexualité infantile, il s'agit vraiment d'érogène dans le sens érotogène, c'est-à-dire des zones érotiques, mais qui se révèlent être des sources de jouissance, mais qui ne sont pas sexuelles. Hein, un nouveau-né n'a pas de sexualité. Alors, ces 5 sources de jouissance, donc la première source de jouissance, on va la nommer, c'est la MAM. M-A-2-M-E. Ben, c'est le téton de la maman. Hein. La deuxième zone érogène, si je reprends les mots de Jacques Lacan, la deuxième, ce sont les cibales. Alors les cibales, ce sont les selles. C'est l'anus, en fait, par où passent les selles. Voilà. Troisième zone érogène, le phallus. Le phallus qui n'est pas un pénis en érection ou un pénis au repos, qui est c'est au niveau symbolique que le phallus, c'est l'idée de puissance, de l'idée de pouvoir que l'enfant a en obtenant à chaque cri sa mère qui accourt, que sa mère accourt ou son père accourt d'ailleurs, hein, ou la nounou, peu importe qui. Attendez, j'essaie de tout faire en même temps. Et donc, le quatrième, donc on est au quatrième là, hein. La quatrième zone érogène, ça va être la voix. La voix. Cette voix qu'il entend d'ailleurs in utero et qu'il entend après ex vivo, hein, quand il est né, quand il est paru. D'ailleurs, il y a un livre de Françoise Dolto qui s'appelle Lorsque l'enfant paraît. Et c'est un livre très intéressant, presque éducatif et qui nous rappelle à quel point l'enfant paraît au monde. C'est pas juste son apparition, hein. Il paraît au monde. Alors, ce que l'on doit comprendre, c'est que l'enfant, avec sa cinquième zone érogène, qui est l'oreille, l'ouïe, hein, va développer à partir de ces moments-là d'autres stades après le stade du miroir, c'est-à-dire vers 1 an et demi en général, le stade du miroir est bouclé. Alors qu'est-ce qu'on appelle le stade du miroir? C'est en fait le moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir à travers le jeu. Alors le jeu de mots
J-E-U, et le jeu J-E. Hein. Euh, le jeu qui n'est autre que la façon qu'il va avoir de pouvoir se nommer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son entourage. Ce stade du miroir, Lacan l'a énormément traité dans plusieurs séminaires. Freud en a parlé, mais en fait, alors où c'est que j'ai mis mon Better Than Sex? Freud en a parlé avant. Alors, avant de vous expliquer cette histoire du miroir, je vais revenir à ce que Freud a découvert en premier chez son petit-fils. Le petit garçon doit avoir 12 mois à peu près, et il envoie une bobine, vous savez, un peu comme les yodos, il envoie une bobine, il est par terre, il envoie une bobine, quand il la tire, elle revient. Et en allemand, il va dire là, quand elle revient, pas là, quand elle sort de son champ de vision. Alors, ça, c'est simplement parce que Freud l'a compris tout de suite. En fait, l'enfant hallucine la présence de sa mère. Quand il dit là, pas là, il croit, quand il dit là, que sa mère est revenue, alors que ce n'est que la bobine. Hein. Ensuite, quand son petit-fils a pris quelques mois de plus, il le voit jouer devant le miroir et disparaître devant le miroir, hop, réapparaître, disparaître à nouveau, réapparaître, et finalement se reconnaître dans l'image du miroir. Alors, c'est assez hallucinant parce que quand on y pense, les mammifères, eux, les autres mammifères, ne se reconnaissent pas dans le miroir. Les chiens, les chats, qui vous voulez, les chevaux, ne se reconnaissent pas dans le miroir. Alors, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est qu'en fait, cet imaginaire qui lui permet d'halluciner la présence de sa mère est le début de la formation triptyque de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il va y avoir autour de l'inconscient 3 façons pour lui de s'exprimer. Alors, par le langage, l'enfant s'exprime par le langage, l'adulte aussi. À l'âge adulte, on a 3 champs qui nous sont possibles. Il y a le réel, l'imaginaire, je désire telle chose, voilà, et le symbolique. Ce qui reste à l'état intellectuel qu'on ne peut pas, qu'on a du mal à imager à l'autre, à communiquer à l'autre. Tout ce qui est symbolique, effectivement, on peut être blessé par une phrase qui ne nous est pas adressée. J'espère que ça vous le percevez bien, parce que ça nous arrive à tous. Moi, je me rappelle d'une expérience dans un magasin de photocopie. J'avais du mal à me déplacer et je dis à la femme oui, puis je suis malvoyante. Et là, elle me regarde et elle me dit
Mais alors vous êtes complètement délabré. Alors, je pense que beaucoup vont être choqués, hein, parce quand même, faut le sortir. C'est cruel, c'est pas gentil du tout, c'est méchant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est certainement pas quelque chose qui fait plaisir. Excusez-moi, je cherche. Voilà mon blush. Petit blush. Voilà. Oui, donc c'est vraiment pas quelque chose qui fait plaisir. Et c'est amusé quand même à le dire. Moi, je ne réagis pas. Je reste de marbre un peu. Mais je, je suis sidéré. En fait, ce qu'elle a dit au niveau symbolique, j'en ai fait une interprétation. Mon inconscient en a fait une interprétation. L'a gravé autrement que ce qu'elle a voulu dire. Alors, est-ce qu'elle a voulu être méchante? Ou est-ce que... alors attendez, parce que Yves Saint Laurent Beauté, les blushs y marquent, j'espère que je m'en mets pas trop. Voilà. Donc en fait, il y a cette coupure toute notre vie qui nous suit. Je reviens à l'enfant là. Et du coup, cette coupure, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la culpabilité. Bon, j'ai fait tomber mon bouchon. Dans la culpabilité. Effectivement, si vous prenez le latin, culpa, ça veut dire couper. Hein, qu'est-ce qu'on coupe? Je vous le demande bien. Et je ne vous le demande pas. Je vais vous le dire, je ne vais pas vous laisser comme ça. Ce qu'on coupe, c'est le phallus. C'est le phallus. Et on répète cette coupure primitive qui a eu lieu après la chute. Donc, cette coupure et cette chute, en fait, sont assez reliées parce qu'on peut souvent les ressentir par des vides. Vous savez, quand on a un vide en nous, quand on ne se sent pas bien, qu'on ne se sent pas, euh, comment dire, attendez, qu'on ne se sent pas bien dans sa vie, qu'on a le cafard, on ne sait pas pourquoi. C'est juste ce vide qui est venu prendre la place de ce qui nous manquera toujours. Et ce qui nous manquera toujours, c'est ce lien qu'on a eu avec la mer. Donc, j'avoue que c'est un peu fouillis tout ce que je vous raconte. Faut suivre. Moi, je suis, mais en tout cas, voilà. Il faut toujours réfléchir à ce qui nous arrive en termes d'inconscience, c'est-à-dire comment ça me touche, comment ça m'affecte, qu'est-ce que je vais en faire, et est-ce que je peux surmonter ça? Est-ce que je peux sublimer la difficulté que je rencontre? Est-ce que je peux changer de point de vue également? Est-ce que c'est pas intéressant des fois de changer de point de vue? Vous comprenez? C'est pas toujours la même chose. Oui, bon, je suis tranquille, je vais faire des courses, donc je fais pas grand chose là. Mais
changer de point de vue, c'est pas facile parce qu'on a plutôt l'impression qu'on n'arrivera pas à changer, qu'on est dans des principes de répétition. On répète les échecs, on fait toujours le même style de rencontre, tout ça. Et dire stop à ça, c'est très compliqué. On a peur de se dire, ben, je dis stop à moi, je dis stop à la vie, je dis stop à l'amour, je dis stop à plein de choses, au projet, à tout ça. Et ben non, en fait, non. Alors, j'évoquerai d'ailleurs la vie amoureuse dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, ça suffit. Je pense que j'en ai assez dit. On évoquera aussi le psychisme de manière plus approfondie avec ce qu'on appelle la psychopathologie, névrose, psychose et les états limites qui se situent entre les deux. Mais je pense que là, il y a eu assez d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis donc du coup à dimanche, vous allez voir celle qui était pas de super qualité. Enfin, elle est bien filmée, mais voilà. Et je vous embrasse. À bientôt.